Le 23 septembre prochain aura lieu une marche contre le racisme et contre les violences policières. Et aujourd'hui, pour en parler, je suis avec Nadège Abo-Mongoli. Bonjour. Bonjour. Tu es députée de Seine-Saint-Denis. Est-ce que tu peux revenir sur l'épisode qu'il y a eu cet été, notamment suite à la mort de Naël, et pour savoir quelle est la situation de racisme en France de la part des responsables politiques, mais également des actions qui posent question dans la police? Alors tout d'abord, il faut revenir à la mort de Naël, qui a, enfin, d'ailleurs je dis la mort, c'est pas suspendu comme ça en l'air, en fait, à l'exécution de Naël qui a été filmée. Et d'ailleurs, nous avons eu, entre guillemets, euh, l'opportunité d'avoir des images qui sont venues démentir les premières affirmations des policiers incriminés. Et donc cette mort de Naël, qui a scandalisé le pays tout entier, a généré à la suite de cela des révoltes urbaines. Et à Marseille, un jeune, Eddy, a été blessé par tir de flashball, il me semble. Enfin, en tout cas, il a été largement blessé, bien blessé. Il a le crâne déformé, il a été tabassé. Et des policiers se sont insurgés contre le fait que leurs collègues mis en cause et gardés à vue et donc mis en détention provisoire le soient. Parce qu'ils estiment que un policier a ce droit, a cette impunité lorsqu'il est accusé d'avoir une présomption d'innocence un peu supérieure à celle des autres. Or, c'était une décision de la justice. C'est très bizarre parce qu'en fait, on a souvent la petite musique selon laquelle la justice serait laxiste. Et donc là, ça a été requis sur la base d'une décision judiciaire. Ce qui a choqué, nous, notre camp politique, c'est le soutien apporté au ministre de l'Intérieur, aux plus hautes autorités de la police en France, le directeur général de la police nationale, Monsieur Dupond-Moretti, par rapport à ces agissements. Et donc, ça traduit quoi? Ça traduit le fait que dès qu'il est question de violence policière, eh bien, nous sommes face à un déni. Nous sommes face à un déni sur la question du racisme systémique au sein de la police. Et nous sommes face à un déni dans la volonté que la vérité et la justice se mettent en place. C'est pas nous qui avons inventé, nous les insoumis, que cette Français sur 10 en France considèrent qu'il y a du racisme dans la police. Et par ailleurs, ces 7 personnes sur 10, il me semble, ne sont pas forcément les personnes qui dénoncent les violences policières, sinon ce serait un peu compliqué. 7 personnes sur 10, c'est un chiffre massif, c'est un chiffre conséquent. Les Français semblent être conscients qu'il existe une difficulté. Et d'ailleurs, il n'y a pas de raison, compte tenu du contexte politique actuel, que la police soit exempte de racisme. Et quand on parle de racisme systémique, c'est le fait qu'il y ait systématiquement mis en place des mécanismes de protection, d'omerta, qui mènent à ce que ces questions-là soient mises sous le tapis et que les victimes de violences policières ne trouvent jamais justice et vérité. Mm. Mais du coup, on a vu, comme tu l'as dit, le ministre de l'Intérieur, le préfet de police de Paris, le directeur général de la police nationale protéger et accepter les revendications des policiers factieux, des policiers qui ont manifesté pour soutenir le policier qui avait tiré sur Eddy. Qu'est-ce que ça en dit sur la transition, en tout cas sur ce qui est devenu le macronisme est-ce que c'est un macronisme qui tend vers l'extrême droite? Qu'est-ce qu'on peut en Mais moi, j'ai l'habitude d'utiliser l'expression macro-lepénisme parce que en fait, on a en fait à l'égard des questions, à l'égard du racisme, en tout cas des politiques racistes, la Macronie se comporte en passif-agressif. De certaine manière, il laisse entendre que on est sur la lutte contre l'islamisme politique, on laisse entendre qu'il y aurait un danger dans la République, on laisse entendre qu'il y aurait des populations à civiliser. On parle d'immigration comme on parle en tout cas, on parle de personnes immigrées, des personnes exilées, un peu comme des personnes jetables, puisque là, par exemple, il va y avoir un projet de loi sur l'immigration avec une vision totalement utilitariste de la main-d'œuvre étrangère. Et donc, voilà, on a ce climat. On a ce climat où on a eu l'ancien ministre de l'Éducation nationale. L'éducation nationale, c'est le lieu de l'émancipation, de l'esprit critique, de l'ouverture et de la diversité des profils qui sont, que constitue la France. Eh bien, on a eu, à un moment donné, un psychodrame monté en épingle parce que des gamins jouaient dans la cour à la prière. On a parlé de radicalisation. Donc, en fait, moi, je considère qu'aujourd'hui, on est dans une phase de radicalisation
raciste de la Macronie. Dans le même temps, une banalisation de l'extrême droite, une banalisation institutionnelle. Ils sont invités au même titre que les autres à des réunions inutiles avec le président de la République. La Macronie vote pour eux dans des postes clés à l'Assemblée nationale. La Macronie reprend les rhétoriques racistes, puisque dans le cadre du projet de loi immigration, il y a un député qui systématiquement parle de grand remplacement. Voilà, donc en fait, c'est le racisme en mode passif-agressif. Pas l'air d'assumer, pas l'air d'y toucher, mais en réalité, une politique très dure. Et donc, compte tenu du fait qu'aujourd'hui, celui qui incarne ça, c'est Gérald Darmanin, eh bien, il n'est pas étonnant qu'on voit ces réactions de protection quand la police est sommée, et c'est à juste titre, de se justifier, de faire la lumière sur des faits de violence policière qui touchent évidemment toutes les mêmes personnes, des personnes racisées, des personnes des quartiers populaires. Et qu'est-ce qu'il faudrait changer du coup dans la police nationale pour arrêter des actes qu'on peut qualifier de racistes, quand on sait que surtout en France, il y a énormément de délits de faciès? Qu'est-ce qu'il faudrait changer? Alors déjà, en fait, il faut partir du principe que le poisson pourrit toujours par la tête. Et la tête, aujourd'hui, c'est Gérald Darmanin. Avant ça, on a eu Christophe Castaner. Et aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur est sous tutelle des syndicats policiers. Les syndicats policiers majoritaires, actuellement, ce sont des syndicats policiers qui portent des idées d'extrême droite. Ce sont des syndicats d'extrême droite. On a le sentiment que le ministre de l'Intérieur veut répondre favorablement à toutes les requêtes de ces syndicats policiers, qui avaient produit d'ailleurs un communiqué de presse totalement hallucinant, dans lequel ils parlaient des populations comme des nuisibles. Voilà, ça c'était l'expression de syndicats majoritaires dans la police. Et donc Gérald Darmanin embraye le pas. Donc d'abord faire en sorte que le ministre de l'Intérieur ne soit plus sous tutelle, et puis toute une série de réformes dans la police. D'abord la conception de la police en tant que telle. En fait, il faut tout revoir. Nous, on parle souvent de retour de la police de proximité, par exemple. Mais même la police de proximité, en réalité, il y a des difficultés avec ça. Parce que si on part du principe que la police, dans les quartiers populaires, doit être spécifique, c'est aussi qu'on a intégré le fait qu'il faut, d'une certaine manière, traiter différemment ces quartiers et donc les mettre sur surveillance. Ça, c'est déjà une conception, je dirais, un peu ancienne, coloniale et bourgeoise, en fait, de la police. Parce que, vous savez, durant la Troisième République, il y avait aussi cette idée des classes dangereuses ouvrières. Eh bien, aujourd'hui, on a l'idée des classes dangereuses dans les quartiers populaires. Et donc, l'idée qu'il y ait une police spécifique, dégager la BAC, c'est une chose. Mais si on parle de police de proximité, c'est une police au service des citoyennes et des citoyens. Moi, je parle plutôt de police du quotidien. Donc déjà, ça c'est la première chose. Ensuite, il y a des éléments dont on peut s'inspirer à l'étranger. Je sais qu'en France, on a quand même le sentiment d'être supérieur à tout le monde. Mais à l'étranger, il y a quand même des instances indépendantes de la police qui la contrôlent. Donc pareil, donner plus de moyens à la défenseur... là, c'est actuellement une femme, mais donner plus de moyens aux défenseurs des droits. Parce qu'en fait, moi je pense qu'il faut multiplier comme ça les instances extérieures qui puissent être dans une neutralité par rapport aux dérives dans la police. Et évidemment, donner des moyens à la justice pour mener des enquêtes de fond. Et par exemple, dans le cas de violences policières, nous on parle de dépayser le traitement judiciaire des affaires. Parce que c'est quand même compliqué pour la police judiciaire, qui est amenée à travailler avec les policiers localement, de les mettre comme ça en confrontation. Donc, et puis surtout, repartir de ce qui a déclenché la mort de Naël, en tout cas justifié pour certains l'exécution de Naël, c'est cette loi qu'on appelle, nous, la loi permis de tuer sur la légitime défense. Au revoir l'IGPN aussi. L'IGPN, voilà, c'est une histoire de contrôle indépendant, et d'enquête indépendante. Parce qu'en fait, l'IGPN, c'est la partie d'enquête administrative, mais ça n'aboutit pas toujours sur le judiciaire. Ouais. Et puis, ceux qui composent l'IGPN, ce sont aussi des policiers. Donc, Alors, moi, à la limite, moi, ça ne me choque pas spécialement qu'il y ait des policiers, mais je pense qu'il faut ouvrir, à d'autres profils. Et surtout, moi, je pense que dès le début, moi, je pense que ça part vraiment de la tête. Et donc, il faut se défaire de l'emprise des syndicats de police aujourd'hui. Donc, si je comprends bien, c'est augmenter les moyens de la justice et de la police pour permettre d'avoir une police et une justice exemplaires qui sait rendre justice, mais de tous les côtés,
aussi contre les policiers, parce qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'ils sont protégés par la hiérarchie. Et aussi, du coup, pour la justice, pour qu'elle puisse... Bah déjà, il y a un problème avec ces sujets-là, et d'ailleurs, c'est pas que seulement sur ces affaires, ce type d'affaires judiciaires, mais le temps de la justice est très long. Le temps de la justice est très long. Il peut y avoir aussi des manœuvres dilatoires pour que ce soit encore plus long. Et je pense que justement, compte tenu de l'enjeu, qu'il y ait une confiance restaurée entre la population et sa police, parce que la population, elle fait appel à la police quand elle en a besoin. Eh bien, en fait, pour restaurer le lien de confiance, il faut aussi faire en sorte que ces affaires soient prises au sérieux et qu'elles fassent l'objet d'un traitement, je dirais, un peu signalé, un peu urgent, pour que les victimes puissent voir la vérité aboutir, et puis pour qu'il y ait une sérénité dans les relations entre la police et la population. Et dans la justice, c'est aussi, peut paraître parfois inégal et laid quand on voit que, du coup, durant les révoltes, on avait une personne qui a volé un paquet de chips, qui a pris plusieurs mois, si ce n'est un an, en ferme, si je me trompe, pas. Et à côté, on peut avoir du coup des procès qui traînent pour des violences policières, ou voire qui n'aboutissent jamais, et des violeurs qui peuvent prendre moins d'un an pour leurs agressions. En fait, qu'est-ce qui a motivé en fait, ces verdicts c'est une justice d'exception. C'est la volonté pour le pouvoir, pour le ministre de la Justice et le ministre de l'Intérieur, de faire des exemples. Et donc, pour faire des exemples, il aurait voulu dire qu'on allait mater celles et ceux qui avaient participé, plus ou moins, d'ailleurs, on ne sait pas, parce qu'en fait, à ces révoltes. Mais la difficulté, c'est que déjà, en fait, il faut partir du principe que la comparution immédiate, nous, on est aussi opposés à ça. Parce que c'est le début de la justice expéditive. Et quand on regarde bien, en fait, les premières données qui nous ont été remontées des suites judiciaires aux révoltes, c'est que celles et ceux qui ont accepté les comparutions immédiates, bah, ce sont celles et ceux qui ne connaissent pas bien leurs droits. Parce que quand on connaît ses droits, on sait qu'on peut refuser. Il y a eu aussi des circulaires ministérielles qui ont été adressées à la justice pour dire qu'il fallait frapper vite et fort. Et donc, ça veut dire que là, on a eu une volonté du pouvoir de mater. Et finalement, le signal envoyé, c'est si vous protestez, la sanction sera sévère. Et donc, si on les prend au mot, ça veut dire qu'il est possible de faire de l'exemplarité. Eh bien, manifestement, faire l'exemplarité dans le traitement judiciaire des violences policières, ils ne veulent pas. L'existence de cette justice expéditive, antisociale, raciste, une justice de classe, c'est une volonté politique. Et donc, quand il y a une volonté politique, eh bien, on peut faire des choses, finalement. En tout cas, là, ils ont décidé de réprimer. Si on veut restaurer la confiance et punir les fauteurs de violences policières, eh bien, on peut le faire aussi. Et parce qu'une police respectée, c'est une police respectable, c'est une police respectée. Bah, une police respectable, c'est une police respectée, mais j'ai envie de dire, moi, à la base, je suis agent de la fonction publique territoriale. Il existe pour les agents de la fonction publique d'État, territoriale, hospitalière, ce qu'on appelle la déontologie. En fait, c'est même régi par des textes législatifs. Il n'y a pas de raison que les fonctionnaires de police, Au contraire. voilà, il n'y a pas de raison qu'ils soient qu'ils s'extraient de cela. Et au contraire, quand même, parce qu'en fait, ce sont des personnes qui ont la possibilité d'agir, qui sont armés, qui ont des prérogatives importantes. Donc, moi, quand je vois la manière dont la déontologie, les règles sont appliquées à l'ensemble des fonctionnaires, je vois pas de raison pour que les policiers ne soient pas non plus très surveillés et que leurs gestes, leurs actes soient codifiés. Et c'est là où on voit tout le rôle des syndicats de police vraiment d'extrême droite, parce qu'il y a juste à lire ce qu'ils écrivent pour s'en rendre compte, c'est qu'ils demandent une exception policière. Ils ont demandé une exception policière, notamment dans cet été, sur la détention provisoire. D'ailleurs, je précise quelque chose tout de suite. Nous, à la France Insoumise, on est contre l'abus, le recours excessif à la détention provisoire. Sauf que là, lorsqu'on est dans ce type d'affaires, en fait, la détention provisoire, elle est supposée faire éviter qu'il y ait des discussions, des arrangements, en tout cas des actes qui amènent à ce que la vérité soit difficilement établie. Il se trouve que là, ça semble se justifier, en fait, du coup, parce que ce qu'on constate dans les cas de violences policières, c'est que tout de suite, il y a une version policière. Et qui est en général corroborée
par complicité sur toute la chaîne. Et donc, voilà, c'est ce qui a justifié cette détention provisoire. Le recours à la détention provisoire, manifestement, les policiers ne veulent pas en entendre parler, alors que tout citoyen peut y être soumis. Pendant tout cet épisode, tout le début de l'été, on avait un traitement médiatique qui est particulier, où tout de suite les médias ont appelé ce qui se passait comme étant des émeutes. Nous, on défend le terme de révolte. Est-ce que tu peux revenir sur ce traitement médiatique très particulier, avec un regard assez condescendant que tu as pu Enfin, tu as fait un discours à l'Assemblée nationale justement là-dessus, sur allez, faut éduquer vos enfants, etc. Est-ce que tu peux revenir sur cette condescendance, ce mépris de classe qui était mélangé au racisme, qui était assez... En fait, du coup, déjà, le gros classique lorsqu'il y a des violences policières, c'est de tout de suite dénigrer la victime. Parce qu'en fait, il y aurait des bonnes victimes et des mauvaises victimes. En fait, quel que soit le passé judiciaire ou pas, d'ailleurs, c'est tout de suite ce qu'on regarde. Hein. Et sachant que passé judiciaire... en fait, ça ne veut rien dire. Hein. Enfin, si vous pouvez être témoin dans une affaire et avoir et être du coup enregistré quelque part. Donc en fait, ça ne veut rien dire. Mais en tout cas, toujours est-il qu'il y a toujours d'abord, on dénigre la victime pour dire qu'elle est une mauvaise victime et que d'une certaine manière, elle l'avait cherchée. Ensuite, on vient évidemment sur la question des origines réelles ou supposées de la victime, sachant que tout cela n'est pas un hasard, puisque je l'ai dit tout à l'heure, il y a un traitement particulier, et en tout cas, il y a une gestion particulière de la répression policière dans les quartiers populaires. En fait, dans les quartiers populaires, on n'est pas forcément là pour protéger, on est souvent là pour mater. Et donc, du coup, ça se retrouve aussi dans le discours médiatique, puisque de toute façon, le bouc émissaire, les mauvaises personnes, les racailles, etc. Et puis ensuite, il y a l'analyse des réactions à ça. Les réactions épidermiques, il y a eu des explosions de violence, etc. etc. D'abord, je dois dire, et c'est peut-être choquant de le dire comme ça, mais la réalité, c'est que compte tenu de toutes les oppressions subies, de toutes ces affaires de violence policière, la réalité, c'est que en vérité, il ne se passe pas grand-chose. En fait. Je trouve que en fait, les Français sont sympas. Les gens sont sympas, en fait, parce que régulièrement, on subit comme ça tous les jours, matin, midi et soir, et y compris dans les médias. Et surtout que les médias, aujourd'hui, c'est vraiment l'hégémonie de l'extrême droite. On se parle souvent de Bolloré, mais c'est pas juste pour avoir un totem comme ça, un totem du racisme. C'est quand même quelqu'un qui a un groupe médiatique qui est très assis, radio, Europe 1, télévision, presse écrite, CNews. En même temps, j'ai pas envie de les citer, même s'ils n'ont pas besoin de promotion, mais voilà, on a ça. La reprise du JDD récemment, qui était un petit peu le journal bontin des pouvoirs dominants. Mais voilà, en fait, on a ça. Et puis on a, je trouve aussi, une part de responsabilité à gauche. Moi, je viens du Parti Socialiste à la base et je l'ai quitté aussi, notamment pour ces raisons-là. Quand on commence à parler de déchéance de la nationalité, quand on commence que expliquer, c'est justifier, quand on considère qu'il y a des populations aujourd'hui qui sont un danger pour la France, quand on parle constamment d'assimilation, un petit peu à la méthode, à l'ancienne, un petit peu à la méthode Jules Ferry. En fait, on a l'impression qu'on n'est pas sorti de ça pour une certaine gauche aussi. Et donc, du coup, il y a une libération de la parole raciste et donc un fil rouge, aussi bien sur la question des violences policières, aussi bien aujourd'hui sur la question de l'abaya, comment doivent s'habiller les jeunes filles, cette volonté il faut civiliser les gens. Et donc, du coup, c'est pas étonnant que Macron parle de recivilisation. Lui-même, qui en 2016 se faisait passer pour un progressiste, ayant un discours en contrepoint au valsisme dominant à cette époque-là, qui n'était pas du tout sur cette ligne concernant la laïcité. Enfin, voilà, il y a tous ces sujets qui s'amalgament, et donc la fabrique d'un ennemi de l'intérieur qui est le jeune de banlieue racisé. Et on dirait qu'il se déresponsabilise aussi, puisqu'on a vu du coup pendant les révoltes que Macron et toute la Macronie dire que s'il y avait des voitures qui brûlaient, ça n'avait aucun rapport avec la mort de Noël. Qu'est-ce que tu en penses ? En fait, dire que ça n'a aucun rapport avec la mort de... Enfin, d'abord, premièrement, avant la mort de Noël, j'ai pas vu qu'il y avait des voitures brûlées, etc., etc. Moi, j'étais à la marche à Nanterre en hommage à Naël. La manifestation se passait très bien jusqu'à ce que
elle vient d'être troublée par... on a coupé la manifestation, on a lancé des fumigènes. D'abord, avant la mort de Naël, il n'y avait rien. Donc ça a été un déclencheur. Ça a été un déclencheur. Moi, évidemment, je regrette qu'il y ait eu un certain nombre d'exactions. Moi, je suis dans une circonscription populaire. Donc c'est pas marrant que le Lidl soit cassé. C'est pas marrant que la Poste n'existe plus. Après, tous les gens que j'ai rencontrés sur le terrain ont expliqué la même chose. Et c'est pas forcément des gens qui ont vécu les émeutes de 2005, les révoltes de 2005. C'est des gens qui expliquent, bah oui, en fait, il y a des gens qui s'attaquent à leur environnement. C'est un ras-le-bol généralisé. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, bon, bah, que faire? Que faire? Parce que après les révoltes de 2005, il y a eu des choses qui ont été un petit peu mises en place, mais finalement, la situation, elle n'est pas beaucoup mieux. Nous, en Seine-Saint-Denis, il y a effectivement eu de la rénovation urbaine, par exemple. Mais la rénovation urbaine, ça ne remplace pas non plus les services. Il n'y a pas eu de rénovation des services publics, par exemple. Les services publics sont en recul. À chaque rentrée, il y a des profs en moins, il y a des profs qui ne sont pas absents pendant plusieurs mois. Il y a pas, la CAF n'est pas ouverte, elle ferme. L'éducation est vraiment dégradée. Il n'y a pas de crèche. Enfin, voilà, on a toute une série de reculs en termes d'offres de services publics. En termes, en fait, le service public, ça permet aux gens de vivre mieux. Enfin, moi, je ne vais pas faire de grands discours là-dessus. En fait, ça permet de vivre mieux et surtout quand on est pauvre. Quand on est pauvre, on n'a que ça. Et quand on n'a pas ça, mais qu'après on vous dit, bah, c'est votre faute, ouais, vos enfants sont dehors, bah ouais, en fait, en même temps, je suis dans un logement en suroccupation, ça se passe comment en fait? Du coup, il y a une déresponsabilisation. On ne demande pas au pouvoir public de civiliser les gens, de leur dire comment éduquer leurs enfants, mais de donner les moyens pour que les parents puissent éduquer leurs enfants correctement. C'est des parents comme tout le monde, en fait. Hein. Aucun parent souhaite que son fils, à minuit, fasse des conneries. Il y a certaines personnes d'extrême droite qui disent que, justement, les banlieues, les cités, elles ont énormément de moyens, on les accompagne beaucoup. C'est faux. Est-ce que tu peux revenir là-dessus? Non, mais c'est faux. Après, je ne vais pas revenir dans le détail des chiffres, mais en tout cas, globalement, quand je prends un département comme la Seine-Saint-Denis, en termes de transferts sociaux, elle reçoit moins que ce qu'elle cotise. Voilà. En termes de financement public, dans tout, hein, hôpital, la santé, éducation, tout. Et par ailleurs, elle contribue beaucoup à la richesse du pays. Donc il y a le sentiment que voilà, il y a un deux poids mesure. Et du coup, ce truc répété, en fait, c'est un petit peu le discours sur l'assistanat, en fait. On vous assiste et vous n'êtes pas redevable, vous n'êtes pas reconnaissant. Ça aussi, il y a un petit côté paternaliste. On devrait dire merci. En fait, merci de quoi? La réalité, c'est qu'on n'a pas à dire merci parce que d'abord, dans nos départements, dans nos quartiers populaires, on travaille, on contribue à la richesse de ce pays. En revanche, le constat qu'on n'est pas traité de la même manière, tout le monde le fait aujourd'hui. C'est flagrant. Il y a juste à se promener dans une cité pour voir qu'il y a un déséquilibre monstrueux entre on accepte en Seine-Saint-Denis ce que beaucoup de gens n'accepteraient pas, en fait. Je trouve qu'on accumule beaucoup. C'est pour ça qu'en vérité, les gens sont sympas. Et on ne parle pas aussi, je trouve, du favoritisme qu'il y a pour le centre parisien, par exemple, de certains lycées, certains collèges, certaines grandes institutions, centres de formation, qui, eux, reçoivent énormément de fonds publics, comparé à là où on en a le plus besoin, du coup, dans les quartiers défavorisés. Quoi. Déjà, il y a un chiffre, il y a des chiffres qui sont très parlants sur le nombre d'heures d'enseignement perdu en Seine-Saint-Denis. Sur toute une scolarité du primaire au lycée, en fait, en Seine-Saint-Denis, on perd une année. Ça fait une année, c'est beaucoup. Et quand je dis qu'en fait, on se permet en Seine-Saint-Denis ce qu'on ne se permettrait pas ailleurs, il faut voir aussi la manière dont les habitants... quand ils viennent nous voir, sont démunis et écœurés parce qu'en fait, on a des administrations, des institutions qui ne répondent même pas. En fait, donc aujourd'hui, quasiment le rôle d'un député, c'est de tordre le bras à certaines institutions pour qu'elles répondent aux habitants, à leurs demandes, et c'est des demandes légitimes, hein, demander le prof de physique-chimie là qui est absent dès le début là, de l'année à Bondy, ça sera quand qu'il y aura un remplacement? Il n'y a pas de réponse. Et malheureusement, pour obtenir des réponses, bah, il faut être dans un bras de fer avec les institutions publiques. Et c'est fatigant, en fait. C'est-à-dire que je ne vois pas pourquoi quelqu'un qui est en Seine-Saint-Denis devrait, en plus de son quotidien, il travaille, s'occupe de ses enfants. En plus, lui, on lui demande d'avoir la charge
d'aller régler, alors du coup, le bailleur qui n'a pas changé l'ampoule, le rectorat qui ne répond pas sur les affectations de profs. Enfin, je veux dire, il y a une charge mentale qui pèse sur les habitants des quartiers populaires qui est incroyable. Et en fait, ce serait normal, en fait. Moi, je ne vois pas pourquoi un Olynésien n'aurait pas le droit, quand il rentre chez lui, de rentrer tranquille. Alors, du coup, nous, en tant que militants, c'est un peu compliqué parce que du coup, on essaye parfois d'agir un peu pour l'auto-organisation. Mais je trouve que en même temps, c'est leur demander de prendre en charge des dysfonctionnements qui ne sont pas de leur faute. Et c'est pas reposant, en fait. Du coup, c'est pas reposant d'être un habitant de nos quartiers. C'est pas du tout reposant. Surtout quand on a des horaires pourris, qu'il faut faire 2-3 heures de transport par jour. Qu'on a... Les transports, oui, j'en ai pas parlé, mais ça, les transports, c'est... on peut parler aussi Ah oui, de non, ça. mais les transports, c'est une folie. Et surtout, on habitant de Seine-Saint-Denis aujourd'hui, il y a les JO dans un an. C'est-à-dire qu'en fait, en habitant de Seine-Saint-Denis, déjà, on a eu le discours de si vous voulez des transports, ça sera grâce aux JO. Déjà, ça, je me suis toujours opposée à cette espèce d'argument, comme si on devait attendre les JO pour avoir des transports, on mérite des transports. Après, il y a le Grand Paris Express, pourquoi pas, une liaison directe. Mais le problème, c'est que quand il y a le Grand Paris Express, c'est encore pire sur le RERB. Ouais. Donc, c'est pas acceptable. Ensuite, on nous explique que les étudiants qui sont en cité universitaire vont devoir dégager pendant les JO. Ensuite, cet été, à Aubervilliers notamment, des squats de travailleurs sans papier ont été dégagés. Et je parle de travailleurs, c'est-à-dire des gens qui ont un emploi en Île-de-France. On les a dégagés, et pour certains, on veut les envoyer dans des départements, dans une sorte d'hébergement dans certains départements, pour ceux qui ont quelque chose. Donc en fait, il y a en plus l'impression que les petites améliorations qui peuvent intervenir dans le département, c'est même pas pour les gens du département. On parle de l'héritage en termes de logement des Jeux Olympiques. Mais quel écono-indonésien va pouvoir acheter là-dedans? Personne. Donc en fait, en plus, on va devoir... Ça va faire de la gentrification. on a toutes les nuisances liées au JO et en fait, on ramasse pas les petites miettes qu'il pourrait y avoir. Donc c'est épuisant. En fait, c'est épuisant aujourd'hui de vivre dans les quartiers populaires. Finalement, là, tout ce tableau que tu viens de dresser sur l'état du service public, avec le parallèle de la répression politique et policière et de la part de l'État, est-ce que c'est pas un moyen pour le macronisme de garder le pouvoir? Je m'explique. Avec la réforme des retraites, on peut prendre la réforme des retraites, on peut prendre les gilets jaunes, etc. Il n'y avait aucune légitimité politique, en tout cas dans la population, pour ces réformes, et l'État a pu tenir justement parce qu'il y avait une police qui était là pour tenir la rue, entre guillemets. Est-ce que c'est pas le seul moyen pour le macronisme de survivre, c'est-à-dire de s'enliser dans un État avec une police répressive? En fait, on a l'impression aujourd'hui, effectivement, que le macronisme, c'est pour ça que je parle de macro-pénisme aussi, tient par des éléments répressifs et de division de la population. Tout à l'heure, on a parlé des révoltes à la suite de la mort de Naël. J'expliquais que finalement, compte tenu de toutes les couleuvres avalées, c'est déplorable ce qui s'est passé. En tout cas, je sais que les collectivités vont souffrir, que des gens ont souffert aussi des dégradations. Mais quand il y a une réforme des retraites contre laquelle l'écrasante majorité des Français se sont levés, quand il y a des gilets jaunes et qu'en fait, il n'y a aucune issue démocratique. Même les députés sont empêchés de débattre. On ne peut même pas débattre du budget de la nation. Comment voulez-vous que les gens estiment qu'il est possible d'évoluer dans un dialogue serein entre la population, les citoyens et la classe politique? Et le macronisme, sachant que il n'a pas, du point de vue social, de politique approuvé, eh bien, il se réfugie dans une manière de conforter son camp social. Et son camp social est conforté parce que lui, il n'est pas touché par les politiques de casse des services publics ou de la protection sociale. Et il est conforté par ces discours qui inviteraient à penser qu'il y aurait des ennemis de l'intérieur. Donc un discours de discrimination, un discours raciste, et puis un discours disant « attention, il y a des gens incivilisés ». Et donc moi, aujourd'hui,
la France s'est construite sur un contrat social et je trouve que Macron assure sa survie sur la base d'un contrat racial et autoritaire. C'est aujourd'hui très clairement, c'est pour ça que je pense que les questions antiracistes aujourd'hui, c'est la mère de toutes les batailles, parce qu'il s'appuie sur ces deux jambes. Division du peuple sur le plan social et division du peuple sur le plan racial, pour conforter un camp social voilà, qui veut préserver ses intérêts. Et je le dis parce qu'aujourd'hui, on a le sentiment qu'il y a attention, c'est des diversions. C'est pas diversion le terme à employer, à mon avis, sur la mise en avant dans l'agenda politique des questions abaya et compagnie. Non, c'est pas une diversion, c'est un moyen de diviser. C'est un moyen de diviser parce qu'au final, quel que soit le lieu où on se trouve dans ce pays, la réforme du RSA, ça va toucher tout le monde. Voilà. Là, il faut faire le projet France Travail. La réforme des retraites, ça touche tout le monde. Et donc, voilà, il y a cette volonté de diviser parce que la réalité, c'est que la politique brutale sociale de Macron touche tout le monde. Et donc, il faut essayer comme ça de diviser par d'autres moyens. Et c'est une division par ces sorties racistes et autoritaires. Nadège Abou-Mongouli, merci d'avoir accepté cette interview, surtout avec cette température qui nous a fait un peu boire. Enfin, moi, en tout cas, j'ai beaucoup bu pendant cette interview. Merci à vous d'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre un j'aime et à partager la vidéo. À la prochaine.